Espace TV, le 22h. Bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV, la grande édition de la soirée. C'est parti pour le sommaire. Comment permettre aux fonctionnaires de l'Inspection générale des services de sécurité de bien mener leur mission sur le terrain? La question demeure une priorité pour les autorités. Une formation vient de débuter à cet effet et regroupe de nombreux officiers de police. Et puis, nous irons à la rencontre d'Oumar Batebari, un jeune handicapé très engagé en politique. Malgré son état, il a pris part à la récente manifestation du FNDC, un mouvement qui s'oppose à la réforme constitutionnelle en Guinée. Enfin, nous vous ferons revivre quelques temps forts du Maouloud qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, célébré dans la nuit de vendredi à samedi dans de nombreuses mosquées de la capitale. Et vous allez voir, la mobilisation des fidèles a été de taille. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus. À l'entame de ce journal, la CENI propose la date du 16 février 2020 pour l'organisation des élections législatives selon un communiqué de l'organe électoral. Ce même communiqué précise que le nouveau chronogramme a été adopté à l'unanimité des commissaires 16 sur 17 présent à la plénière du vendredi 8 novembre au siège de l'institution. Le président de la CENI, Maître Salif Kébé, réaffirme aux acteurs du processus électoral l'engagement de son institution à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions d'information. Et puis en plus bref, le stade préfectoral de Kissidougou a refoulé du monde ce samedi, venu accueillir et soutenir le chef de l'État, comme vous le constatez sur ces images, sur l'initiative des partis politiques alliés au RPG, la CONADOC, qui réclame une nouvelle constitution. Attendu, le chef de l'État n'a pas pu effectuer le déplacement. Alpha Condé s'est fait représenter par Ahmed Tidiane Traoré, ministre conseiller à la présidence. On a pu constater la présence de plusieurs ministres, du président de l'Assemblée nationale et des cadres ressortissants de la Guinée forestière. Les prochaines étapes sont donc Guéguédougou, Macenta et Zérekoré. Restons encore en politique. Le président de l'UDD, Baouri, vient d'être suspendu de toute activité du cercle des acteurs pour la République car motif la participation de celui-ci à la marche du Front national pour la défense de la Constitution FNDC organisée ce 7 novembre 2019. C'est une décision qui a été prise lors d'une concertation des membres du CAR. Explication, Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Baouri, président de l'UDD, membre du Cercle des acteurs pour la République, en abrégé CAR, vient d'être suspendu par le coordinateur du mouvement. Cette décision fait suite à sa participation à la marche du FNDC le jeudi dernier. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, une décision entérinée lors d'une assemblée générale. Du moment où il a rejoint qu'on appelle le FNDC, sans pouvoir vraiment demander l'autorisation du coordinateur du CAR, sans demander l'autorisation du président du CAR, sans même consulter aucun membre du CAR, et puis rejoindre cela de façon qu'on appelle univoque, nous sommes dit que pratiquement le doyen a déjà défini sa position. Nous ne pouvons pas du tout continuer avec lui, avec l'allure là. C'est la raison pour laquelle nous l'avons suspendu. Il n'est pas exclu, il est suspendu. Le CAR est une plateforme d'acteurs pour la République qui a décidé depuis sa création de ne pas s'inscrire dans le cadre des activités du FNDC. Vu que M. Baouri n'a pas accepté de se conformer aux principes du Cercle des acteurs pour la République, il est suspendu de toute activité du CAR, une décision qui serait prise par la majorité. Nous aussi, nous sommes effectivement contre une nouvelle constitution, nous sommes contre un troisième mandat, mais nous ne pouvons pas aller avec le FNDC à cette allure. Puisque c'est nous qui sommes les artisans du FNDC. Et qu'à un moment donné, on nous exclut, nous n'allons pas vraiment faire la mendicité pour nous en approcher. Nous ne sommes pas des partisans d'une nouvelle constitution, mais nous ne sommes pas non plus d'accord de mettre vraiment les enfants des gens dans la rue pour qu'ils continuent à se faire assassiner inutilement. Alors qu'il y a un autre cercle, c'est-à-dire un autre espace de dialogue
à travers lequel on peut résoudre le problème. Joint au téléphone pour équilibrer l'information, il dit être occupé sur autre chose en nous confiant que c'est une décision qui n'a aucun sens. Dans la marche pacifique du FNDC tenue ce jeudi, une photo a attiré l'attention des internautes. Une photo d'Oumar Patebari qui a perdu sa jambe dans la fureur des événements de 2009, mais qui continue malgré tout à participer à des manifestations. Il était dans la rue ce jeudi avec le FNDC, un combat noble, dit-il. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma l'ont rencontré. Suivez le reportage. Oumar Patebari n'a qu'une seule jambe, mais se bat comme il peut pour l'instauration de la démocratie. Le voilà dans la marche du FNDC de ce jeudi 7 novembre 2019, debout comme tous les autres pour défendre la Constitution. Une présence qui a surpris plus d'un, une image symbole d'une détermination sans faille. C'est une question de lutte pour tous les Guinéens. Le FNDC, pour moi, je le vois, leur lutte, c'est une lutte noble. Ce n'est pas pour Paul ou Pierre. C'est une lutte pour tous les Guinéens. Ouais. Moi aussi, en tant que Guinéen, j'ai nécessaire d'assister à ces manifestations. Diplômé en administration des affaires, Oumar Bari n'est pas victime de poliomyélite, mais de répression. Il a perdu sa jambe lors des événements du 28 septembre 2009. Je revenais chez un de mes amis à Tannery. Maintenant, arrivé au rond-point de Koza à la station, on était arrêté là-bas avec mon ami. Il y a un groupe de militaires qui est venu dans un pick-up. Après, il y avait d'autres manifestants de l'autre côté, au niveau du rond-point. Après, ils ont tiré sur nous, moi j'étais arrêté à la station. Maintenant, après ça, c'est mon ami qui m'avait pris, m'avait envoyé à la maison. Blessé par balle, Oumar ne pouvait pas tout de suite partir à l'hôpital. Les forces de l'ordre encerclaient les quartiers. Il est resté 2 jours à la maison, la balle dans la cuisse, une douleur insupportable. J'avais eu peur. 2 jours après, le 3e jour, je suis parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait les examens, c'était à Donka. Après, ils m'ont dit qu'il faut qu'on ampute le pied. Handicapé, mais jamais découragé. Comme lui, beaucoup d'autres jeunes sont victimes de répression, prises en charge par Fatoumata Baldé, qui trouve urgent de secourir les personnes victimes d'exactions. L'instinct est venu en fait en 2007. Lorsqu'on a fait la marche du 22 janvier, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Au lendemain de la répression, au niveau du Conseil national des OSC de Guinée, il a été décidé que je devais m'occuper des victimes. Voilà comment je suis allée à l'hôpital avec d'autres jeunes comme les Lama Bangoura, que souvent vous voyez, même les Mouktar Diallo. Et c'est un engagement et je me dis que souvent je porte secours à des personnes que je ne connais pas et je ne veux même pas que ces personnes me disent merci. Impliqué dans la lutte contre la poliomyélite, contre Ebola, contre les violences faites aux femmes, Fatoumata Baldé dit être animé par un esprit de secours. Lorsque vous vous engagez parce que vous cherchez une notoriété, parce que vous espérez avoir un poste, parce que vous espérez une récompense, parce que vous voulez vous faire voir, vous n'allez pas arriver, vous n'arriverez jamais à un résultat. Tout ce qui se fait bien a été réfléchi et mis en place. C'est que tout ce que votre instinct vous guide de faire, faites-le sans calculer. Fatoumata Baldé pense que sa place n'est pas dans l'administration. Oumar Patebari estime lui aussi qu'il ne doit pas rester à la maison quand le FNDC appelle à manifester. Début ce vendredi d'une formation des fonctionnaires de l'inspection générale des services de sécurité. Il s'agit de les outiller sur les missions de contrôle, d'inspection, d'audit et de sanction des officiers de police lors de l'exercice de leurs fonctions. La rencontre s'est tenue à Dubreka et va durer 6 jours. Alceni Bari commente les images d'Ibrahima Souma. C'est un projet intitulé « Appui à l'amélioration de la gouvernance des services de police en Guinée » qui a été entamé. Si les réformes sont engagées au niveau des services de sécurité et de protection civile, il faut l'inspection, le contrôle, l'audit,
d'où la mise en place de l'inspection générale d'État rattachée à la présidence de la République. Cette structure est présente dans tous les départements ministériels. Au niveau de la sécurité, c'est l'inspection générale des services de sécurité et de la protection civile qui assure cette mission et bénéficie d'ailleurs de cette formation. Il s'agit de les outiller, de leur apprendre justement encore le métier, parce qu'il y a les experts justement de l'inspection d'État et du PNUD qui sont là pour ce faire. Et ainsi outillés, ils pourront voir les manquements éventuels des services de sécurité, non seulement sanctionner, mais surtout les appeler à changer de comportement, de méthode de travail pour que le service rendu soit à l'appréciation des populations qui sont les premiers bénéficiaires. Le programme des Nations Unies pour le développement, partenaire privilégié du ministère de la Sécurité, salue cette initiative et rappelle le rôle de ces inspecteurs une fois sur le terrain. Je crois que le message clé, c'est que les services d'inspection ont un rôle très important pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité des services de police. Parce que le contrôle, l'inspection et, si besoin, la sanction sont nécessaires pour que les performances des services de sécurité puissent être à un niveau élevé et de ce fait mériter la confiance de la population. Cette formation va durer 6 jours. Elle rentre dans le cadre du programme de réforme du secteur de la sécurité amorcé depuis mars 2011 par le chef de l'État. On poursuit ce journal. Des agents immobiliers et des marcheurs en formation ce samedi à Conakry. L'atelier porte sur l'expertise immobilière. Les participants vont être outillés des techniques et connaissances d'un secteur dont les principes restent encore méconnus par le commun des professionnels. Explication, Mohamed Damarou Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Le secteur de l'immobilier en Guinée est en expansion, nous font savoir les professionnels. Et pour ceux qui veulent embrasser le métier, la formation sur les techniques et les principes du secteur est indispensable. Nous donnons aux participants les principes fondamentaux qui régissent la transaction immobilière, sa régulation, pour qu'il y ait une discipline dans les transactions, pour qu'il y ait la régularité et qu'il y ait moins de fraude, double achat, double vente, papier terrain vendu à plus d'une personne à la fois ou vendu par des personnes à qui la terre n'appartient pas. En l'absence d'une régularisation, le secteur à ce jour reste confronté à un manque de visibilité qu'il faut nécessairement combler. Les participants à l'issue de cette formation entendent bien contribuer à la redéfinition des différentes approches. Nous allons regrouper nos partenaires aussi évoluant dans le même secteur que nous, faire une restitution concernant l'atelier de ce matin et ensuite être en mesure surtout de satisfaire les clients dans la plus grande satisfaction de leurs demandes. La formation est adoptée au niveau intellectuel des participants, agents immobiliers ou démarcheurs, mais la réglementation et l'instauration d'un climat de confiance entre demandeurs et agents restent les plus grands défis à relever. Cap à présent sur l'intérieur du pays, aux arrêts depuis 2016, les travaux de construction de la route de Kankan-Mandiana ont repris il y a tout juste 6 mois. L'exécution de ce projet est confiée à l'entreprise Guy Teresa pour un délai de 2 ans. Elle rassure que toutes les conditions sont désormais réunies pour rendre opérationnelle cette route. On voit tout cela dans ce reportage signé Malik Sandiana Kamara. Des machines niveleuses, le pied de mouton qui fait le compactage et l'étalage, déployé au PK42. Ici, les travaux sont au niveau du terrassement, une étape qui précède le bitumage. Nous sommes sur la route Kankan-Mandiana. Les travaux de construction de ce tronçon long de 5 km sont confiés à l'entreprise Guiter SA. La route qu'on est en train de construire, c'est la première fois de faire une route pareille en Guinée. La couche de fondation en litho, la couche de base en grave bitume et la couche de roulement en bébé. C'est la première fois de faire ça en Guinée. C'est une route
que peut garantir l'État et la population. C'est une route qui va toujours tenir. Ce projet est réparti en 2 tranches, fermes et optionnelles. La première partie est déjà en phase finale. 17 km 500 sont complètement bitumés. Quant à la seconde phase, elle est en cours de réalisation. Malgré l'arrêt des travaux de cette route depuis 2016, l'entreprise Guiter SA rassure de la disponibilité des moyens techniques et financiers pour boucler le chantier. Donc nous avons passé beaucoup de temps à régler les détails et comment garantir le financement et comment obtenir le financement. Donc aujourd'hui, l'État a joué son rôle, l'entreprise Guiter aussi a joué son rôle. Donc pratiquement nous sommes à la fin de toutes les négociations, surtout la partie financière. Et en ce qui concerne la mobilisation des engins, ça ne fait pas défaut. Les agrégats sont là, la semaine prochaine, il y a le bitumage qui commence sur la partie qui a déjà été réalisée. Du PK24 au PK40 jusqu'au PK42, partout les ouvriers s'activent pour être dans le délai contractuel. Il est de 24 mois, dont 6 mois consommés. Présentement, on n'a pas de difficulté parce que la direction générale a déjà mis tout à notre disposition. Donc on est obligé de réaliser les travaux maintenant et respecter le délai. Pour se doter de granit de qualité, cette entreprise parcourt une distance de 35 km. La carrière se trouve à Missamana, où des gros moyens sont également déployés. L'Europe à tout prix, c'est le titre d'un film sur la migration réalisé par une cinéaste guinéenne qui réside en France. L'avant-première de ce long métrage de 90 minutes est prévue le 11 novembre au Centre culturel franco-guinéen. Mais en attendant, notre rédaction est allée à la rencontre de Oumou Baldé. Reportage Abdelsadio Diallo, Yacouba Traoré. Ceci est l'avant-goût du film L'Europe à tout prix. La diffusion de l'avant-première est prévue lundi prochain au Centre culturel franco-guinéen. Voici son auteur, Oumou Baldé. Cette jeune réalisatrice vit en France depuis plusieurs années. Au contact de certains compatriotes qui traînent la galère à l'Hexagone, elle décide à travers cette œuvre de partager leur mésaventure. Donc l'idée est venue tout d'abord parce que j'ai une association qui est culturelle et une partie humanitaire sur Bordeaux. Donc je parle beaucoup avec mes compatriotes guinéens qui sont là-bas et plusieurs d'entre eux sont dans des difficultés. Donc qui ont fait cette traversée-là, donc qui m'expliquent vraiment leur mésaventures, de passer par la Méditerranée et arriver en France. On voit aussi les difficultés qu'ils ont à se faire loger et tout. Donc ils m'ont vraiment expliqué leur histoire et ça m'a touchée. Je me suis dit à un moment donné, il faut bien qu'on commence, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, mais de parler et de le vivre, c'est pas évident. Dans ce long métrage, Oumou aborde la périlleuse traversée des migrants illégaux, mais aussi l'enfer de ceux parmi eux qui atteindront l'Europe. Le message, j'ai d'abord essayé tout d'abord de retracer cette traversée-là, donc de montrer des jeunes du départ jusqu'à l'arrivée, donc les souffrances qu'ils rencontrent et tout. Mais le scénario, je l'ai écrit en parallèle parce que j'ai laissé un groupe de jeunes ici. J'ai pris un groupe de jeunes qui ont fait la traversée. Donc j'ai essayé de suivre les histoires de ces deux groupes. Réaliser cette œuvre n'a pas été facile pour la jeune dame. C'est d'ailleurs une autoproduction. J'ai eu des grosses difficultés pour réaliser, surtout côté finance, parce que je me suis autoproduit pour le film. À un moment donné, j'ai essayé de chercher des financements là-bas pour venir faire le film, mais j'ai vu que ça prenait du temps et que ça n'avançait pas et j'ai eu beaucoup de refus. Pour l'avant-première de ce film, L'Europe à tout prix, la co-réalisatrice invite le public à s'y rendre. L'avant-première est prévue le lundi 11 novembre à 15h au Centre culturel et la rentrée elle est gratuite. C'est pour donner l'opportunité aux jeunes d'aller voir ce film. C'est une fiction, mais c'est une fiction qui retrace des faits réels.
Parlons à présent religion. Dans ce journal, Mauloud marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chaque année, cette date du 12e Rabi Awal, 3e mois de l'année musulmane, est commémorée par la communauté musulmane dans le monde. En Guinée, plusieurs fidèles ont rappelé l'importance de cette date par des prières nocturnes accomplies dans les différentes mosquées de la capitale. Abdurrahman Ba et Lanjaliouba. Mauloud, la date marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est commémorée par la communauté musulmane. De la lecture du Saint-Coran à la prière nocturne, chaque fidèle, en fonction de son dévouement, rend la grâce divine. Ce qu'il veut, il dit la vérité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous suffit pour nous rassembler, célébrer le jour de sa naissance et enseigner aux enfants qui était Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Les jeunes doivent connaître qui est Muhammad, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité, comment il vivait. Dans cette mosquée de Kipi, l'effectif est minime par rapport à l'année dernière. Un fait qui s'explique par le déguerpissement de la zone de Kaporaï et Kipi 2, d'après ce fidèle. N'oubliez pas que le quartier de Kaporaï ici a subi une catastrophe, on peut dire. Il y a eu le déguerpissement de Kaporaï a fait que beaucoup de musulmans se sont déplacés, donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu assez de monde qui a répondu à l'appel. À côté de cette réalité, la commémoration de cette date est considérée par d'autres théologiciens comme une innovation religieuse. D'après eux, cette date n'a jamais été célébrée à son époque, ni par ses compagnons, et aucune trace de cette fête n'existerait dans le Coran. Une théorie que ne soutient pas cet imam. Beaucoup de gens croient que venir célébrer le Mauloud est un péché. Il y a beaucoup de nos érudits qui sont contre la célébration du Mauloud. Ça aussi, ça influe beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Il leur dit, allez faire les soirées est mieux que de venir célébrer le Mauloud. Restons dans le même registre, le Mauloud célébré un peu partout. À Tanani, dans la commune de Dubreka, les habitants ont également profité pour solliciter la cohésion sociale et la concorde nationale. Reportage d'Ibril Ba, Aboubakar Din Kamara. La fête du Mauloud, le 12e jour du mois de Rabi al-Awal, fait partie des fêtes importantes du monde islamique. Dans ce postulat, Tanene vibre au rythme de cet événement en début de journée de cette fête. Joie et satisfaction se lisent sur le visage des habitants suite à l'appartenance d'une religion guidée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ces derniers, en plus de cela, implorent le Seigneur pour lui demander d'apaiser la tension politique qui prévaut en Guinée. Ayant pour définition date et lieu de naissance, le Mauloud représente dans la culture islamique la date de naissance du prophète Mohammed et par conséquent les cérémonies organisées dans ce sens. Cette fête d'Al-Mauloud est cependant largement répandue dans les pays musulmans, officiellement ou non, et fait l'objet d'un jour férié ou deux, comme c'est le cas au Maroc. C'est avant tout une fête familiale. La fête de Mahomet 2019 sera, comme il se doit, célébrée le 3e mois du calendrier musulman, soit le 12e de Rabi al-Awal. Parlons à présent sport, c'était un match de piège pour le club olympique de Kakandé devant l'Alustar de Fria ce samedi 9 novembre 2019 au stade du 1er mai de Bokeh à l'occasion de la dernière journée dans la poule B du championnat national 1 organisé par la Ligue de football amateur de Guinée. Dans cette rencontre très attendue, pendant les 90 minutes, c'est le club de Bokeh qui sort vainqueur suite à son succès 1-0 face à la formation de Fria qui était pourtant devant lui avant le coup d'envoi. Reportage Moussa Campos Souma, Salifouli Fossissé. C'est devant un public acquis à sa cause que l'équipe de Lamine Guirassy, le club olympique de Kakandé, a reçu la Lustar de Fria sur ses propres installations sportives du stade du 1er mai de Bokeh.
Après une première période riche en occasions mais pauvre en buts, en faveur des poulains du coach Ibrahima Soriga Biveron, c'est lors de la seconde explication que le club de Bokeh parviendra à inscrire l'unique but de la partie sur pénalty, transformé par le doyen capitaine défenseur Abdoulaye Kamara suite à une pénétration du milieu de terrain Moustapha Silla Di Morgan, qui a été fauché dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Avant cette réalisation, l'équipe de Bokeh avait été privée d'un but suite à une position illicite sifflée par l'arbitre assistante. Avec ce succès, le coq de Bokeh termine premier dans sa poule B avec 11 points devant l'Alostar de Fria 10 points. C'est ainsi la formation de Lamine Guirassy file pour les matchs de barrage pour la montée en Ligue des Pros. Le staff technique est heureux de cette victoire. C'est une très grande satisfaction parce qu'à l'entame de cette compétition, on s'était vraiment dit de terminer premier pour voir les barrages, même si, je le dis souvent, tant qu'on n'est pas en Ligue 2, le chemin reste encore long. Et bravo aux gamins parce que j'ai vu vraiment une équipe se surpasser ce soir pour pouvoir arracher cette qualification. Quant à l'équipe adverse, n'a pas du tout digéré le comportement arbitral. Il faut reconnaître que c'est déplorable aujourd'hui, puisque c'est des millions que nous utilisons pour organiser ne serait-ce qu'un match. Si après le match, il faut s'attendre à des résultats comme ça, il faut s'attendre à ce que les gens y viennent à cause des miettes ou je ne sais quoi, jouer sur les équipes, ça ne serait pas bien. Il faut reconnaître, l'Alostar, ce n'est pas d'ailleurs la première fois, sinon on serait aujourd'hui en Ligue 1. Quant au bureau exécutif du club olympique de Kakandé, il se réjouit de cet acquis et garde l'espoir pour la montée en Ligue 2. C'est la même logique, hein. Nous sommes sur la même tracée, aller de l'avant et essayer de monter en Ligue 2. Il y a l'esprit d'équipe et nous allons renforcer à tous les côtés. Ici, je profite de l'occasion pour dire qu'au nom de mon président Lamine Guirassy, que nous mettrons tous les moyens nécessaires pour que le club puisse aller de l'avant. Mais surtout aller en deuxième division parce que c'est notre objectif cette année. Bon vent au coq de Bokeh. On passe à présent à l'actualité internationale. Au Chili, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés sur la célèbre place de Santiago du Chili au terme d'une troisième semaine de manifestations dans la capitale chilienne. Suivez. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi 8 novembre dans le centre de Santiago pour protester contre la politique du gouvernement. Le siège d'une université de la capitale chilienne a été incendié lors des incidents violents. 3 semaines après le début de la crise que connaît le Chili, une grande marche pacifique de protestation avait lieu à Santiago. Le bâtiment a commencé à brûler alors que des manifestants encagoulés affrontaient des unités anti-émeutes et incendiaient des barricades dans les environs, ont déclaré les témoins à des médias locaux. Des policiers de Cochabamba sont salués par des passants alors qu'ils agitent un drapeau bolivien depuis un toit, affirment qu'ils vont rejoindre les manifestants contre le gouvernement du président Evo Morales. Suivez. La tension monte en Bolivie après le décès d'un jeune manifestant de 20 ans mercredi dernier, portant à 3 le nombre de victimes depuis le début des contestations. Cette fois, ce sont les forces de police qui affichent leur opposition au président Evo Morales. Ce dernier a convoqué une réunion d'urgence vendredi soir avec plusieurs ministres, précisant au passage que le pouvoir excluait pour l'heure d'envoyer l'armée. M. Morales, qui ne s'est pas exprimé, a réuni à la Casa Grande del Pueblo, la tour moderne et centrale où se trouve son bureau, des ministres et le commandant en chef des forces armées, le général Williams Calimán, pour évoquer la situation. Un peu plus tôt, des unités de police de 3 villes boliviennes se sont mutinées contre le président Evo Morales vendredi, tandis que l'opposition exige sa démission dans les rues après sa réélection contestée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour revoir ce journal réalisé par les équipes rédactionnelles et techniques. À toutes et à tous, excellente soirée. Bonsoir.